nous sommes heureux de vous accueillir ce matin. Alors, certains de nos participants nous avaient prévenu qu'ils auraient un petit peu de retard, donc je pense que nous allons avoir des arrivées au fil de l'eau. Je préfère démarrer tout de suite, car comme vous l'avez vu, notre programme est assez dense, et c'est un peu à l'image, effectivement, de l'objectif de cette journée. Donc, le thème « Réinventer le service public avec le numérique » est issu d'une réflexion conjointe entre le CICTIAM et le CNFPT sur la nécessité, effectivement, d'ouvrir une réflexion et des pistes de travail quant à la révolution numérique qui, aujourd'hui, irrigue, en fait, d'ores et déjà les pratiques de certaines collectivités et au fur et à mesure, d'ailleurs, de la plupart. Le contexte réglementaire, alors je signale que c'est aujourd'hui que passe au Parlement le texte sur la République numérique. Donc pour nous, c'est un symbole fort, évidemment, d'inscrire cette journée dans ce contexte. Donc le contexte technologique aussi, évidemment, le contexte économique va nous conduire à nous intéresser aux services à la fois proposés aux populations, mais également aux nouvelles formes de gouvernance dans les collectivités et bien entendu aux impacts sur les pratiques, qu'elles soient organisationnelles ou managériales. Et donc, vous voyez que le sujet est d'ores et déjà très vaste, d'où la nécessité de réunir tout au long de la journée différents experts, mais également des acteurs de terrain, que sont les collectivités qui ont déjà expérimenté ces nouveaux usages ou qui sont en passe de le faire. Alors, avant de laisser la parole donc à nos premiers orateurs, qui sont pour nous, en quelque sorte, ou qui ont été les parrains de cette journée, donc Monsieur Kuhn, directeur général, qui est ici à ma droite, donc directeur général du CICTIAM, et Monsieur François Médière, directeur du projet numérique pour le CNFPT, qui est ici également. Donc avant de leur laisser la parole, juste je tenais à remercier bien évidemment Polytech Sophia de nous accueillir dans ses locaux, mais également le Fab Lab, dont vous aurez une visite qui vous a été proposée à différents créneaux horaires. Donc les créneaux, pour mémoire, sont affichés dans la salle du buffet qui est juste à côté et également à l'accueil. Je tenais également à remercier très sincèrement et très vivement toute l'équipe du CICTIAM qui a accompagné évidemment la construction et la réalisation de cette journée, notamment Julien Hautmanière et Avelig Vangeluve, et évidemment l'équipe de l'antenne CNFPT des Alpes-Maritimes, donc Carole Dolignon pour son investissement et Valérie Kézik. Voilà, donc je ne vais pas prendre plus de temps sur nos orateurs, je vais passer la parole donc à Monsieur Kuhn. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très, très heureux de cette manifestation. C'est vrai que quand on s'est rencontré avec Florence Lemagoirou, on s'est un petit peu regardé tous les deux. Et puis à la deuxième réunion, on s'est dit qu'il faut absolument faire une journée d'actualité dans le fil de l'évolution de l'administration, et notamment de l'administration locale. Et je disais en aparté tout à l'heure, ce type de journée devrait être obligatoire pour les agents territoriaux en tout cas, parce qu'on a absolument besoin d'informer, on a absolument besoin de sensibiliser, et on a absolument besoin d'accompagner les agents des collectivités dans cette transformation. Alors on dit transformation, on dit mutation, on dit tout un tas de mots pour parler de quelque chose qui est en train de se produire. C'est-à-dire quelque chose contre quoi on ne peut pas s'opposer. Il faut effectivement s'y résoudre, voire même s'y engager, quelquefois avec enthousiasme. C'est ce que nous essayons de faire au CICTIAM. Le CICTIAM est une structure, un établissement public qui fédère des collectivités, un peu dans toute la région PACA. Et c'est vrai que le CICTIAM d'aujourd'hui, avec une soixantaine de collaborateurs, avec une multiplicité de services et d'activités, n'est plus du tout le CICTIAM de 1989, quand la structure a été créée pour mutualiser des moyens financiers et pour réaliser un certain nombre de propositions de formation, d'accompagnement et de mise en place de logiciels. Aujourd'hui, le CICTIAM s'ouvre sur le monde de l'entreprise, s'ouvre sur des partenariats multiples et variés, et essaye de prendre en compte cette mutation qui est en train de se faire, essaye de prendre en compte
cette transversalité du numérique qui nous permet d'avancer sur beaucoup de fronts à la fois. Voilà, donc un grand merci au CNFPT pour avoir organisé cette journée. J'espère qu'elle vous apportera beaucoup d'informations, qu'elle vous apportera des éléments que peut-être, des réponses à des questions que peut-être vous posez. Et en tout cas, tout au long de la journée, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Bonjour à tous. Alors, moi aussi, je voulais me réjouir de ce partenariat parce que c'est déjà une volonté de l'établissement d'agir sur les territoires avec des partenaires locaux. Et donc, c'est aussi de construire en partenariat un élément important. Après, sur le côté du numérique, en fait, je dirais que cette manifestation tombe à un bon moment. Alors, à un bon moment parce que c'était évoqué à l'instant, il y a la loi aujourd'hui même qui est débattue au Parlement. Ensuite, le gouvernement, le SGMAP, a présenté au mois de novembre, a signé avec l'AMF un partenariat pour lequel le CNFPT va être partie prenante. Nous allons devoir accompagner le volet SGMAP de l'administration électronique auprès des collectivités territoriales et nous sommes actuellement en train de négocier un partenariat au niveau national sur les SGMAP. J'y reviendrai un peu cet après-midi sur le numérique. Et surtout, pour l'établissement, nous sommes en train de finaliser une démarche de l'élaboration d'une stratégie de développement des usages numériques qui, pour les prochaines années, et avec cette fois-ci un fort volant sur le numérique. Alors, le numérique à la fois à travers des bases de connaissances, le numérique à travers la e-formation, le numérique à travers aussi des learning labs, des salles de co-conception et aussi des réseaux communautaires. Donc, je ne vais pas prendre beaucoup de temps pour vous expliquer ça, tout simplement parce que cet après-midi, j'interviens et j'aurai donc l'occasion de vous présenter de façon plus détaillée la stratégie que l'établissement compte avoir en numérique. Et je peux vous dire, il y a quelques jours, nous avons adhéré, bien que nous ne sommes pas en établissement d'enseignement supérieur, à FUN, puisque FUN a fait une mutation statutaire et a quitté le giron de l'établissement, l'enseignement supérieur uniquement pour devenir un GIP, et le CNFPT a adhéré à FUN et nous avons lancé notre premier MOOC sur un sujet très intéressant, très passionnant, qui est la TVA et les collectivités locales. Alors il y en a d'autres, je reviendrai cet après-midi, mais voilà, pour vous dire aussi que dès cette année, pour nous, c'est du concret en termes de réalisation. Voilà, alors je dois passer la parole à Carole, voilà, qui est la cheville ouvrière de la journée. Merci et à tout à l'heure. Merci. Donc, je vais vous présenter brièvement le programme de cette journée. Donc, nous allons commencer par la pose du contexte technique, réglementaire, organisationnel d'une démarche du numérique qui nous seront proposés par nos représentants du SICTIAM, que sont Monsieur Kuhn, Julien Hautemanière et Pierre Pintaric. Nous poursuivrons sur une durée de 30 minutes. Vous aurez l'opportunité aujourd'hui, pour ceux qui sont présents, de rencontrer 6 startups locales qui pourront vous présenter en fait des produits innovants disponibles à l'heure actuelle et qui permettront en fait peut-être d'accompagner prochainement votre collectivité pour qu'elle devienne une ville servicielle. Voilà. Mais je laisse Julien peut-être présenter les différentes startups que vous pourrez rencontrer, sachant qu'ils seront aujourd'hui aussi dans la salle et qu'ils seront aussi amenés à intervenir tout au long de cette journée. Donc n'hésitez pas surtout à aller les rencontrer, sachant qu'il y aura 2 pauses, une ce matin et une durant la pause du midi. Julien. Bonjour à tous. Donc oui, donc comme Carole le disait, on remercie la French Tech Côte d'Azur qui nous a permis de faire le lien avec 6 startups qui seront avec nous aujourd'hui, qui vont être donc dans la salle durant la conférence, mais qui seront après dans la salle juste derrière où vous pourrez les rencontrer durant les temps de pause. Il s'agit donc d'Instant System, Milan Amos, France Labs, DSTI, Funplan, Ethnomining, Athanor Elec, et donc qui interviennent sur des domaines divers et variés qui touchent le tourisme, la mobilité, mais également la fibre optique ou les moteurs de recherche. Merci Julien. Nous poursuivrons en fait
par une table ronde où nous avons souhaité associer des représentants de collectivités qui se sont engagés fortement sur des expérimentations. Et comme tout projet, c'est régulièrement adossé à du partenariat extérieur. Il nous a semblé également intéressant d'associer l'ADEME avec la Fabrique de la mobilité. Donc nous pourrons bénéficier de la présence de Gabriel Plassa de l'ADEME, de Patrick Duverger de la ville d'Antibes, de Pierre Pintaric du SICTIAM, et l'animation sera assurée par notre collègue Fabrice Sacher du CNFPT, avec notamment aussi la participation de Magali Bernoin du département 06, qui vous présentera un dispositif très innovant. Voilà. Mais avant de poursuivre, je souhaiterais vous remercier tous et toutes d'être présents aujourd'hui. Sachez que vous avez l'opportunité d'échanger avec l'ensemble des intervenants. Pour cela, des micros se baladeront dans la salle. Vous n'aurez qu'à lever la main pour ceux qui sont présents. Aujourd'hui, nous avons placé délibérément notre journée sur le signe du numérique, puisque cette journée sera entièrement diffusée en streaming sur le site de notre partenaire, le SICTIAM. Et les internautes auront également la possibilité d'interroger les différents intervenants via Twitter tout au long de la journée. Donc pour cela, nous favoriserons des interactivités avec les différents participants. Pour commencer, je vous propose d'écouter un entretien d'Hakim Oural et une présentation en fait de cet après-midi par Julien pour la programmation qui est prévue. Adjoint au maire de Lille en charge du numérique, de la jeunesse, d'innovation et d'autres délégations, et aussi en charge à la métropole européenne de Lille du numérique avec une version plus économique, on va dire. Entre autres de cela, je suis membre du Conseil national du numérique, où je représente au sein de cette instance nationale les territoires, et je m'occupe aussi au niveau national des sujets liés à la fibre optique, dans le cadre de France Très Haut Débit. Et ce rapport avait une vocation, c'était de sortir un peu de l'incantation, de vouloir faire des politiques numériques sur les territoires, parce que ça pouvait paraître à la mode, parce qu'il y avait quand même une injonction technologique qui obligeait des territoires à se positionner pour être un peu modernes. Mais c'était d'abord de donner au travers de ce rapport des clés pour que les élus locaux, les décideurs locaux puissent se lancer dans des politiques numériques très concrètes pour améliorer le service public, pour rendre plus lisible et plus souple l'action publique sur les territoires. Pour nous, ce rapport a réussi au moins à faire bouger un certain nombre de choses. C'est de quelle manière, sur les territoires, on ait une sorte de gouvernance du sujet du numérique qui soit partagée avec 3 axes. Le premier, celui de la capitalisation, parce qu'on considère qu'il y a plein de belles choses qui se passent en France et qu'elles sont assez peu connues des autres territoires et qu'il faut partager ça. Et le sujet de la capitalisation est quelque chose qui est mal connu, souvent mélangé avec le deuxième sujet qui était pour nous aussi essentiel, c'est l'action de la mutualisation. Évidemment, dans une période où la question des budgets est un problème. Donc la question de la mutualisation, c'est de quelle manière on développe nos capacités communes pour créer des marges de manœuvre et pouvoir s'engager dans le numérique. Et le troisième pilier pour nous, c'était la question de la subsidiarité. C'est-à-dire que la question, au fond, du bon niveau territorial se pose tout le temps. Un territoire, une commune, un département, une communauté d'agglo, même un village, pouvait être leader, chef de file, d'une dynamique territoriale beaucoup plus large pour faire en sorte de développer les politiques numériques. Il y a quand même 2 prérequis avant de pouvoir réussir une vraie gouvernance des politiques numériques. Il faut que les acteurs d'un territoire aient confiance, sinon ça ne fonctionne pas et qu'on peut organiser un certain nombre de réunions. Si chacun vient là
dans une forme de guichet en disant moi j'ai besoin de tel service, j'ai besoin d'améliorer mon réseau très haut débit, j'ai besoin d'avoir plus de services liés au maintien au domicile, au service à la personne. On n'est pas là dans une vraie politique partagée autour de la gouvernance des politiques numériques. Ça, c'est la première chose. Donc la confiance permet d'envisager un destin commun vers le développement du digital sur le territoire, dans le cadre de l'intérêt général. Le deuxième pilier pour nous, c'est investir dans des infrastructures qui permettent d'anticiper l'avenir. Ça, pour nous, c'est essentiel, et c'est malheureusement ce qui coûte le plus cher, mais dès lors où on a confiance, on peut s'engager en étant rassuré dans des investissements qui, au départ, en amorçage, peuvent être assez onéreux. Le numérique ne doit pas être l'objet, l'ambition. Le numérique est un moyen de transformer, de faciliter, de rendre plus agile, de pouvoir être plus pertinent dans la diffusion de l'action publique auprès des usagers citoyens. Ce n'est pas quelque chose qui est une fin en soi. Bien évidemment, ça, tout le monde le sait, sauf que parfois les normes, un certain nombre de l'inconscient collectif. Le numérique, c'est pas magique. Le numérique, c'est pas va penser à notre place. Le numérique n'est juste qu'un moyen organisationnel qui nous permette d'être plus efficace, plus rapide, sans aucun doute d'avoir une mémoire, parce que grâce aux données, on a la mémoire des comportements, des actions qu'on a pu mener. On a même, parfois, on peut croiser les données pour ne pas faire les mêmes erreurs qu'on a faites dans le passé et d'adapter les choses et de les rendre plus efficaces. Mais reste quand même l'humain, reste quand même le fonctionnaire, reste quand même les agents du service public qui doivent être les animateurs de cette transformation. Ça se fait avec un catalyseur qui doit rester fort, c'est la question de l'État. L'État doit être, je l'ai évoqué dans le rapport effectivement en gouvernance des politiques numériques de manière assez light, mais je l'ai évoqué de manière plus forte dans le rapport que j'ai rendu à Maryse Lebranchu sur l'innovation publique territoriale, c'est que l'État, à ce titre, doit un peu lâcher prise, c'est le message qu'on a essayé de lancer, être moins normatif, et sur le numérique, en particulier sur la question de la dématérialisation. Pour le coup, on se noie dans les normes, mais l'État doit prendre ce rôle-là de catalyseur et d'animateur, et moins de contrôleur, comme malheureusement on a un peu trop, et qui tétanise la capacité à innover. Ça, pour nous, c'est essentiel. Je crois que l'Estonie, au fond, dans le cadre d'un rebond technologique, a plutôt bien pris les choses. En sortant de la coupe un peu soviétique pendant des décennies, s'est posé la question d'avoir une administration plus agile, plus ouverte, plus capable d'être réactive grâce aux technologies. À mon sens, ils ont plutôt bien réussi. C'est une population d'1,3 million habitants, si je ne m'abuse. 1,3 million habitants, une administration complètement technologique, complètement connecté à ses habitants. On a le vote électronique qui existe en Estonie, personne n'en parle, mais c'est quelque chose qui marche très bien. On a l'administration qui a développé un cloud computing public qui permet vraiment d'avoir des stockages, une réactivité en termes d'information qu'on va chercher pour le service public de manière assez facile, assez légère. Donc on a au fond un pays d'1,3 million habitants qui devrait nous inspirer dans sa volonté et le fait d'avoir réussi à implémenter le numérique dans l'action publique. Alors le réflexe numérique, c'est quoi? C'est pas seulement à chaque fois qu'il y a un sujet, c'est de se dire le numérique va le régler. Ce rapport ambition numérique évoque la question de la formation comme étant centrale à cette capacité d'avoir une conscience pour développer un réflexe numérique. Et vous êtes la clé en réalité. Le CNFPT est la clé. On ne parle pas là de l'élu patron de la collectivité, on ne parle pas là seulement du DGS qui va traduire en directive l'ambition politique de l'élu qui porte la collectivité, mais on parle simplement que dans les services, dans les directions, on a des courroies de transmission qui intègrent
la capacité d'agréger des données, quelle que soit la nature du service public donné, parce qu'on est en lien avec un usager qui a des besoins, qui a des demandes, qui a éventuellement des propositions à faire, que ça crée une interactivité entre l'usager et l'action publique, que derrière l'agent public se sent un peu plus acteur de son destin et qu'il a une capacité nouvelle de se repositionner comme étant pas seulement un exécutant, mais un vrai porteur de l'intérêt général avec le sens qu'on y mettra collectivement. C'est ça la réflexe numérique. C'est pas technologique en réalité, c'est organisationnel. On ne peut plus aujourd'hui diffuser l'action publique comme on le faisait il y a 30 ans. Aujourd'hui, les habitants ont tous des smartphones, ou la plupart. Pas tous ont des smartphones. En tout cas, ils ont une capacité à être sur Internet devant un ordinateur ou même avoir accès sur leur téléphone au service public en général. Donc, il faut utiliser cette chance-là. Donc, les élus que nous sommes, les hauts fonctionnaires et les directeurs, les cadres des collectivités doivent intégrer cette nouvelle capacité, on peut quand même se le dire, à faire moins cher, mais tout aussi efficace grâce au numérique. Ça, c'est pour moi essentiel. Mais ça demande une formation. On ne peut plus fonctionner, comme il y a 30 ans, je l'ai indiqué à l'instant, on ne peut plus avoir des organigrammes qui soient des organigrammes pyramidaux où on a un agent qui exécute au bout de la chaîne avec un élu et un DGS qui donne les directives. Au moment où ça arrive à l'agent qui exécute, il ne sait même plus pourquoi on le fait de cette manière, et peut-être que lui-même aurait une capacité à un peu co-designer avec sa hiérarchie les contours d'un service public plus efficace, plus en réalité que la demande des habitants et des usagers qu'il peut rencontrer. Mais ça veut dire une interaction, ça veut dire qu'on est un système, une plateforme collaborative au sein des collectivités. On n'est plus du tout dans la même démarche. On est en format un peu plus dans une transversalité qui aujourd'hui est exigée par le besoin de réactivité et d'adaptabilité du service public. Ça, pour moi, ça c'est important. Donc ça passe par la formation, sans aucun doute. Il y a un bel exemple, quand même, je considère que c'est un très bel exemple. C'est l'exemple de la Poste. La Poste n'a pas été dans le tout technologique. La Poste a eu l'intelligence, à mon sens, de ne pas se dire on va tout dématérialiser, les gens viendront à des bornes déshumanisées pour faire en sorte d'aller chercher quelle que soit la formation ou le courrier, voilà. Ils ont essayé d'équiper leurs facteurs de smartphone. Quand je dis ça, je dis que c'est une très bonne idée, ça peut paraître complètement anodin, mais c'est très important. Ça veut dire qu'on n'a pas sacrifié l'humanité du service public à la technologie. On les a combinés pour faire en sorte d'élargir le service qu'apporte le facteur. Mais en même temps, il reste le facteur. En même temps, il est là 6 jours sur 7 et ça permet non seulement de remplir la promesse républicaine d'un service public qui soit disponible pour tous et partout, mais en plus de garder cette humanité qui fait quand même la richesse de nos services publics. Alors, on le sait aujourd'hui, il faut décloisonner, il faut désilotiser. Qu'aujourd'hui, grâce au numérique, grâce aux données, grâce à la capacité d'interconnecter les bases de données pour être plus pertinent, être dans la prédictibilité, comme on l'appelle, dans le cadre des récurrences qu'on peut constater sur le besoin des habitants, sur tel ou tel service public, l'adaptation du service public, ce réflexe numérique, il est essentiel. Dans la manière d'organiser les choses, c'est de se dire que les agents publics, en dehors d'être des agents dans tel ou tel service ou telle direction, sont d'abord des talents qu'il faut laisser s'exprimer de manière alternative à leur quotidien. Je précise, c'est que aujourd'hui on a des agents qui sont des citoyens, des usagers, qui ont une mission particulière, qu'ils assument souvent avec grande qualité et dans des conditions pas toujours faciles, et en même temps ils préfèrent d'autres choses. Voilà, ils préfèrent d'autres choses. Je parle pas de manière pérenne, mais ponctuellement on pourrait les mettre en situation pour pouvoir donner leur avis comme des usagers, comme une sorte de comité d'agrément ou comité des usagers au sein même de la collectivité. Ça, je pense que c'est une deuxième chose importante pour que,
au fond, on essaye de réinventer notre mode de faire en lien avec les agents eux-mêmes, parce qu'ils ont beaucoup à apporter et malheureusement on les écoute pas assez. Pour moi, c'est la question des laboratoires d'innovation publique territoriale. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaie de pousser. En France, le premier qui a mis ça en œuvre, c'est la 27e région. Les premiers qui ont mis ça en œuvre, c'est la 27e région. Cette association qui travaille sur le co-design des services publics entre les usagers et les collectivités. Ça s'appelle Superpublic. Je vous invite à aller visiter ce lieu qui se trouve à Paris et qui est un bon démonstrateur de quelle manière on ouvre les portes et les fenêtres dans les collectivités pour se poser la question de ce qui se passe dans la vraie vie et éventuellement réinventer les pratiques. Ça, c'est une bonne chose. On a essayé, dans le cadre du rapport innovation publique territoriale, et vous voyez bien qu'il n'y a pas de sujet très technologique là, en réalité, c'est juste de l'organisation. On a essayé d'inventer un modèle de laboratoire du développement de l'innovation publique territoriale. C'est-à-dire, en gros, de quelle manière on arrive à hybrider entre l'action publique et le retour que nous font les usagers, de quelle manière on réinvente cette action publique au travers de l'hybridation. Ça, pour nous, c'est essentiel. Mais on y associe aussi le domaine du privé. Je pense que les acteurs privés ont aussi une approche, une vision qui peut aussi nous aider à nous réinventer dans le cadre de l'action publique. Et enfin, ça peut aussi créer de la valeur. Moi, je crois beaucoup en la valeur qui peut se créer au travers de ces laboratoires qui nous permettent d'être plus agiles, parce que dès lors où on nous permet d'aller discuter avec les usagers et en dehors de notre bureau, en dehors de notre quotidien, on a une discussion dédramatisée entre l'action publique et l'usager, il se passe des trucs, il peut y avoir des nouvelles recettes qui se mettent en œuvre, qu'on pourrait expérimenter et qu'on pourrait évaluer et généraliser dans la collectivité. Mais ça crée aussi de la valeur, ce que j'évoquais. La valeur, elle est économique, parce qu'on peut avoir des startups qui, à la lisière de l'action publique, peuvent apporter leur aide, une application, une compétence, mais aussi la valeur, elle est sociétale. C'est comment on voit, au travers des critères que les territoires peuvent être à même à présenter, on voit des modifications sur l'approche, le respect, la non-défiance qu'on vit un peu aujourd'hui vis-à-vis du système. Et quand on parle d'agilité, elle est là, elle est à construire au travers d'une nouvelle relation aux citoyens. Le numérique peut être important à un moment donné au travers de lieux qui permettent d'échanger, de plateformes technologiques, mais en réalité reste la relation humaine. Les zones blanches, c'est un vrai problème. Moi, je les traite dans le cadre de mes fonctions dans le comité France Très Haut Débit pour que les opérateurs privés s'engagent à une couverture totale en France. Encore une fois, en particulier sur un opérateur dont l'État est actionnaire. À mon sens, c'est des choses qui devraient être déjà réglées. Bon, on se bat, nous les élus locaux, sur ces sujets. Alors en montagne, effectivement, le problème est assez grave hein, sur les télécommunications mobiles. Je pense qu'il faut un investissement de départ. Aujourd'hui, il existe des moyens de rattrapage, entre guillemets, technologiques au travers du FEDER, tout d'abord. Oui. Pour évoquer votre projet comme un levier de développement de votre territoire, de création d'emplois. Moi, je suis contre le fait qu'on dise que la question des réseaux est une chose qu'on a réglée. C'est pas vrai. On est loin de l'avoir réglée. Moi, qui suis élu d'une métropole d'1,2 million habitants, on a des secteurs en zone blanche. Et je vous dis que c'est un vrai sujet politique. Le maire est interpellé en permanence sur ces sujets. Donc ça devient une souffrance numérique. Voilà. Et que ce sujet est un sujet prioritaire pour le président de la République, pour le Premier ministre, en lien avec les opérateurs. On a tous les mois une rencontre avec l'ensemble des patrons des entreprises, des industriels de télécom en France qui voient le gouvernement pour évoquer l'état d'avancée de leur déploiement, en particulier en zone rurale où les zones blanches sont très importantes. Voilà, ça c'est vraiment un sujet.
qui n'est pas encore réglé, et il n'est pas question pour moi de vous dire aujourd'hui qu'il est réglé. Il est loin d'avoir été réglé. Là où on sait que économiquement, le numérique est le deuxième critère d'implantation des entreprises en termes de bande passante qu'on peut mettre à disposition aux entreprises, et le troisième service public ressenti par les habitants après l'électricité et l'eau, on peut se dire que c'est une priorité nationale. Alors 2020, c'est loin. Alors, je sais que 2022 est la nouvelle date qu'on a annoncée pour le déploiement généralisé du haut débit en France, mobile et fixe, mais il ne faut pas attendre 2020 ou 2022 dans certains secteurs pour développer des politiques numériques. Toutes les réunions publiques qui sont organisées en zone dense, là où il y a quand même une urbanisation forte, ou en zone plutôt rurale, on sait et on constate que les habitants, le premier sujet, avant le stationnement, avant la voirie, c'est les réseaux très haut débit. C'est assez hallucinant. Ça veut dire que la société est complètement impactée par les besoins en services numériques, et que dès lors où ses habitants se sentent éloignés de ces services numériques, pour eux, ils le vivent comme une sorte d'éloignement, un déclassement, une sorte de vulnérabilité manifeste. Donc c'est un vrai sujet de société aujourd'hui. Je ne parle jamais de Smart City, parce que la ville n'est intelligente que par les gens qui la forment. Elle n'est pas intelligente par la technologie, ce que je disais à l'instant. La technologie, c'est un système d'information qu'on met en œuvre pour pouvoir porter des services, héberger des services, faire en sorte de créer des interactions entre les usagers, le territoire et la collectivité qui porte des compétences, qui les assume. Et ce système d'information agrège des données qui permettent de rendre tout cela actif. Mais ça ne fait pas une ville intelligente. La ville est intelligente parce qu'on a des gens qui pensent, et des gens qui regardent ce qui se passe sur le territoire, des gens qui font remonter des problèmes, qui essayent de les solutionner au travers de l'action publique pure, c'est-à-dire la discussion avec l'usager, avec le citoyen, avec la rencontre. Ça, c'est la ville intelligente, pour moi, n'existe pas. Par contre, la ville servicielle, c'est là le plus important. Dans le rapport, on évoque en permanence le fait de créer des plateformes territoriales qui permettent de supporter les nouveaux services numériques qui seront demain essentiels pour les habitants. On évoque assez vite, quand on parle de la question de la ville servicielle, du danger de la désertification médicale. Ça, c'est la première chose. Par exemple, la population est vieillissante en France, on le sait, même si la natalité reste haute par rapport à l'Europe, on a une population vieillissante. On a des territoires ruraux, on a des sentiments de relégation et d'éloignement de certains citoyens, il y a des services publics compliqués à amener au plus près des citoyens. Le numérique est la seule solution qui est concrètement envisageable pour demain. Donc, cette ville servicielle, elle est absolument à mettre en œuvre, il faut la faire dans le cadre d'un dialogue territorial, ce qu'on a évoqué, avec une infrastructure qui soit portée par un groupe de collectivités, c'est ce qu'on a appelé l'intelligence territoriale. Pour nous, ça c'est important, que cette intelligence territoriale qui se mette en œuvre. Il existe déjà ces plateformes servicielles sur certains territoires qui ont déjà mutualisé depuis de nombreuses années. On a Mégalis dans l'Ouest, on a e-Bourgogne, on a Manche Numérique, on a un certain nombre de territoires qui sont engagés il y a de nombreuses années se positionnant en disant on a besoin d'une plateforme technologique qui héberge les services pour les collectivités adhérentes à ce groupement, et des citoyens qui vont voir au fond des services être adaptés, être en proximité pour faire en sorte d'être plus efficace et de rendre ces lettres de noblesse à l'action publique. Ça, pour nous, c'est essentiel. La ville servicielle, c'est ça. Après, dans ce dialogue territorial, il faudra définir des priorités. C'est au fond une nouvelle forme de citoyenneté, parce qu'on aura besoin de la participation des habitants. Dès lors où on se considère qu'une ambition autour du développement de la technologie pour le maintien à domicile, par exemple, sujet qui, à mon avis, est encore devant nous, au regard des difficultés que les départements subissent aujourd'hui, de moins en moins d'EHPAD, de plus en plus besoin d'avoir une capacité à rendre autonome au maximum les personnes en difficulté,
éloignés. Donc la question du maintien à domicile est aujourd'hui essentielle. Donc si je prends cet exemple-là, nous, par exemple, à Lille, assez modestement, il y a quelques années, on a lancé un démonstrateur de maisons intelligentes, entre guillemets, smart home. Voilà. Là, c'est une maison avec un ensemble de services qui arrivent au plus près des habitants, mais qui sont diffusés par des collectivités. Voilà. Et donc, ces démonstrateurs nous a confirmé dans le fait que les technologies étaient une belle réponse à la promesse républicaine, celle où on n'oublie personne, celle où, quel que soit notre lieu de vie, on sera considéré de la même manière devant le service public. Donc ça, c'est pour nous important. Donc c'est ça la ville servicielle en réalité. C'est une technologie sans aucun doute assez lourde derrière. Alors je parlais de maintien à domicile, mais ça peut être évidemment la question de l'efficience énergétique, ça peut être la question de la classe inversée où les gamins chez eux pourraient, pourquoi pas, rattraper des cours, être accompagnés. Ça peut être des choses qui soient liées à la mobilité, à l'approche de l'accessibilité, à la culture. Enfin, ça peut être immensément de choses liées à l'action publique et à l'intérêt général. Voilà, moi je considère que la ville servicielle c'est ça, c'est d'abord une infrastructure technologique, mais c'est aussi des élus et des habitants qui parlent ensemble sur les priorités à mettre en œuvre. Ça c'est important, évidemment la question de la solidarité et la question de l'environnement sont des deux sujets qui sont devant nous, à mon avis, dans le sujet de la ville servicielle. Que l'ESS est au fond une bonne réponse à un monde qui veut aller trop vite, qui veut faire le plus de profit et qui, au fond, oublie la relation à l'humain, à l'individu et le bien-être de l'individu. Je pense que l'ESS, ce que je dis souvent, c'est une bonne traduction de l'économie numérique en France. C'est-à-dire l'économie numérique, on la prend dans le monde, c'est Google qui est quelque chose auquel on pense tout de suite, Microsoft, ou les GAFA, comme on les appelle, les grands groupes du numérique, qui eux ne se posent qu'une seule question, c'est de quelle manière on piège l'usager dans un modèle, dans un système, et globalement on crée de la valeur sur le dos de l'usager. C'est pas de l'émanciper, c'est pas de le rendre plus intelligent, c'est pas mieux le connecter aux merveilles du monde, c'est d'abord de faire en sorte de faire de l'argent à travers des données qu'il va générer, à travers de la consommation qu'il va pouvoir susciter sur le web. Je pense que l'ESS, c'est une belle réponse française, vraiment on peut se le dire, parce que ça s'est bien développé en France, à tout ça, à ce monde qui s'est développé de cette manière, en utilisant avec beaucoup d'intelligence le numérique, à travers des plateformes collaboratives, contributives, qui créent avec le crowdfunding, qui est le sujet qu'on connaît bien, pour mettre en commun les moyens pour créer des projets qui ont une vocation de développement et d'innovation sociale. Voilà, je crois que l'ESS en France est vraiment à valoriser. Alors, il faut absolument qu'on comprenne que l'ESS et l'économie numérique, d'une certaine manière, c'est la même chose. L'ESS et l'économie numérique sont pour moi extrêmement liés au travers de cette volonté de créer de la valeur tout en faisant de l'innovation sociale. Je pense qu'au travers des plateformes collaboratives, au travers de connecter les gens pour être créatifs, pour créer du lien, pour inventer l'avenir ensemble. Vraiment, je crois que ça a été un modèle qui nous a permis, dans une certaine mesure, d'être résilients compte tenu de la crise économique que nous subissons encore aujourd'hui. C'est-à-dire que j'étais très jeune, j'ai découvert un ordinateur, mon frère était à l'école des mines de Douai, et il avait eu alors c'est il y a très longtemps, vous ne connaissiez pas, un des premiers ordinateurs qui s'appelait, pour les particuliers hein, évidemment, qui s'appelait l'Oric 1. Donc c'était juste un clavier qu'on branchait sur la télévision. Et donc j'ai appris à coder là, à l'époque, avec les moyens qu'on avait, à coder. Et j'ai grandi au fond avec une relation à l'ordinateur, à l'informatique, qui était très naturelle. Et encore, moi je suis d'une génération qui n'est pas celle des jeunes d'aujourd'hui,
qui est celle avec qui on ne peut pas rivaliser, parce que voilà, dans leur ADN, ils doivent avoir des données, de la data et de la fibre optique qui doit exister. Mais moi, je suis plutôt amoureux de la technologie. J'essaye d'être toujours à la page. Par contre, ce que je refuse complètement, et c'est peut-être l'élu que je suis devenu qui m'oblige à penser comme ça, c'est qu'on soit dans l'injonction permanente technologique. Je considère que l'injonction technologique peut être un vrai danger pour ce qui est notre modèle républicain en France, c'est-à-dire que voilà, on va mettre des bornes partout, on va réduire, on va considérer que le numérique peut permettre de réduire des postes en termes d'agents publics. Ce serait une erreur fondamentale. Le numérique est juste un catalyseur, un accélérateur, sans aucun doute un révélateur dans le cadre de la capacité à faire remonter des données, à être en bilatéral avec les usagers, mais jamais ne pourra se substituer à la relation humaine entre usagers et opérateurs publics. Ça, c'est important. Donc l'utilisateur que je suis, il est quotidien, il est parfois excessif, mais toujours conscient des limites de ce que doit être la technologie. Voilà, donc nous venons d'accueillir les derniers participants à cette journée. Donc je vais laisser la parole à mon collègue Julien Autemanière qui va vous présenter en fait la suite du programme qui est prévu cet après-midi. Je voulais juste vous informer que vous pourrez disposer en fait de l'ensemble des supports des intervenants a posteriori sur notre plateforme CNFPT en dématérialisé, ainsi que de la vidéo d'Akimural qui sera donc également visible depuis le site du CNFPT et peut-être sur le site du CICTIAM, on verra par la suite. À Julien maintenant. Oui, effectivement. Donc, tout à l'heure, le programme a été un petit peu coupé au milieu. Donc, on reprendra bien à 13h30 avec une table ronde sur accompagner les expérimentations pour une ville servicielle, avec des interventions de la métropole Nice-Côte d'Azur, Jonathan Henouz qui sera là, une intervention de la Caisse dépôt et consignation avec Julien Fabre, et donc également une intervention de Gino Bontampelli, qui est dans la salle. On poursuivra par une présentation par Philippe Ravix de la French Tech et de la démarche dans la Côte d'Azur, la French Tech Côte d'Azur, de 14h à 14h15. Puis de 14h15 à 15h35, on commencera à conclure sur ce qu'on peut retirer en levier de réussite et axe de développement à la mise en place des nouvelles technologies, donc avec l'association Evaleco, Gilles Horazi et Philippe Chemla, qui feront une intervention, suivi par Laurent Ferraud et Stéphane Van Geluwe, qui interviendront donc sur les infrastructures et le très haut débit, puis une intervention de Pierre Pintaric, donc du CICTIAM, sur les usages, et une conclusion, donc, comme le disait M. Meyer en intervention, sur la stratégie du CNFPT en ce qui concerne le numérique. Enfin, on terminera par une synthèse d'une demi-heure de 15h35 à 16h05, donc par M. Meyer et M. Kuhn. Puis suivront les 2 visites de Fab Lab pour les personnes qui sont inscrites sur ces créneaux-là. Alors, concernant les visites du Fab Lab, vous disposez dans votre dossier en fait de l'ensemble des listings des participants qui ont été regroupés suite au questionnaire en ligne que vous avez bien voulu compléter. Nous vous demandons de veiller scrupuleusement à respecter en fait ces listes, puisque le Fab Lab est un local qui ne peut en fait accueillir qu'une dizaine de personnes. Et ce serait pas intéressant en fait pour vous si vous étiez un groupe plus nombreux. Voilà. Donc il y a 2 temps de prévus durant la pause en fait du midi et en fin d'après-midi. On a essayé de tenir compte un maximum de vos propositions, mais bon après voilà, on est limité aussi par le temps et par ces nombres de visites. Avant qu'on aborde en fait le contexte national avec les représentants du CICTIAM, je voulais aussi en fait vous préciser que dans ce même dossier, vous avez une courte enquête avec quelques questions que nous vous demandons de bien vouloir compléter.
puisque nous réaliserons une analyse et nous vous ferons un retour en fin d'après-midi par rapport à ces questions. Donc n'hésitez pas, vous pouvez les remettre aux représentants du CICTIAM ou du CNFPT tout au long de la journée et faites-le avant le milieu d'après-midi pour qu'on puisse faire ce retour. Voilà. Donc maintenant, c'est aux représentants du CICTIAM par rapport en fait à la présentation du contexte national, technique, organisationnel et réglementaire. Quels sont aujourd'hui les enjeux immédiats dans l'engagement d'une démarche numérique? Je les laisse aborder cette grande question.